Bonjour à tous et bienvenue dans la semaine de l'écho sur France 24. Manuel Valls a présenté les grandes lignes de la réforme du droit du travail. Le Premier ministre promet de renforcer la place des accords d'entreprise tout en maintenant les principes de protection des salariés. Le Code du travail sera réécrit en 2 ans. À droite, on évoque une reculade, une occasion manquée. Alors la réforme va-t-elle suffisamment loin ? Areva ouvre la voie à l'entrée au capital du chinois CNNC. La formulation est prudente, mais l'hypothèque politique bel et bien levée. Faut-il craindre l'entrée des Chinois au capital du géant du nucléaire ? Areva a-t-elle besoin de la Chine pour être sauvée ? Enfin, levée de rideau pour le premier avion de ligne chinois moderne. Comac veut concurrencer Airbus et Boeing avec le C919. Objectif, couvrir la moitié des besoins de l'empire du milieu. Peut-il y parvenir ? Et on en parle tout de suite avec mes invités. Christian Menanteau est avec nous, éditorialiste à RTL. Bonjour Christian. Bonjour Stéphanie. Philippe Chalmin, professeur à l'Université Paris-Dauphine. Vous dirigez la publication du rapport annuel sur les matières premières, le fameux rapport Cyclope. Bonjour Philippe. Et puis Guillaume Clossat, président fondateur de Terra Nova. Europa Nova. Europa Nova, pardon, excusez-moi. Europa Nova, c'est moi qui l'ai mal écrit. Bonjour Guillaume. Alors le gouvernement a présenté, vous le savez, les grandes lignes de sa réforme du marché du travail. Le principe reste celui de la primauté de la loi avec des dérogations possibles en cas d'accord d'entreprise et de branche. Le Code du travail sera réécrit, mais le chantier prendra 2 ans et la partie qui concerne la durée du travail sera revue quant à elle par le gouvernement. Une occasion manquée, déplore Nathalie Kosciusko-Morizet, vice-présidente déléguée des Républicains. Une reculade par rapport au rapport Combrexel, affirme Éric Woerth. Alors la réforme va-t-elle suffisamment loin ? Quelques réactions, on en débat ensuite. Cette réforme n'est pas qu'un mot. C'est un acte de confiance dans l'avenir même de notre modèle social. Il faut repenser les droits dans un univers qui a profondément changé. Les accords de modulation, ça existe dans beaucoup d'entreprises. L'annualisation, la possibilité de déroger sur le paiement des heures supplémentaires, sur le montant, sur le contingent d'heures supplémentaires. Il y a plein de choses qui existent aujourd'hui. Il y a une focalisation hier sur la question de la durée du travail, du forfait jour. Là, il faut effectivement changer les choses. Focalisation en ce sens où ils veulent aller très vite. Là, je suis prudent. Qu'est-ce qu'ils vont annoncer à la fin de l'année sur la durée du travail ? Pour le moment, c'est pas très clair. Pour moi, il n'y a pas de baisse de CDI. Et c'est le contrat qui est utilisé. Le CDD d'ailleurs, ne change pas. Au niveau d'ailleurs, européen, c'est combien le CDD ? On peut le renouveler combien de fois le CDD ? 3 fois. Combien ? Jusqu'à 3 ans. Non mais combien ? Mme El Khomri ? Un CDD. 3 fois ? Vous êtes certaine de ça ? Combien de fois ? Maximum ? Je ne pourrais pas vous le dire. Bon, c'est 2 fois. En dehors, justement, de ce couac de Myriam El Khomri, la ministre du Travail. Qu'en pensez-vous, Christian Menanteau ? Est-ce que finalement, ça a accouché d'une souris ? Est-ce que vous êtes d'accord avec Nathalie Kosciusko-Morizet lorsqu'elle dit que c'est une occasion manquée ? D'abord, je ne suis pas d'accord avec Mme Kosciusko-Morizet, d'abord parce qu'elle, quand elle était aux affaires, elle a quand même été ministre, mais il ne s'est rien passé. Donc, je veux dire qu'aujourd'hui, ça ne va pas assez vite, c'est quand même un peu facile. La deuxième chose, c'est qu'on avait un objectif qui avait été fixé par les pouvoirs publics, et en particulier par Manuel Valls, c'était de nous proposer un code du travail du 21e siècle. Et ça, je pense que tous les Français, dans l'opinion publique, quelle que soit l'analyse politique qu'on fasse de la situation, ils sont prêts. En revanche, quand on revient sur des vieilles lunes, préserver l'avenir de notre modèle social, il n'y a rien de plus agaçant. C'est pas ça le cœur du dossier. Préserver l'avenir de quel modèle social ? Celui qui est en faillite du côté de la sécurité sociale, celui qui est en faillite du côté de l'URSSAF, celui qui est en faillite du côté de l'ensemble des acquis qui avaient été initiés après la Deuxième Guerre mondiale et qui aujourd'hui sont déficients. Donc c'est pas ça qu'il faut sauver. Au contraire, il faut le réformer complètement. Alors, cette affaire-là, elle ne va pas durer 1 an, 2 ans, elle va durer théoriquement jusqu'en 2018. C'est à ce moment-là qu'on pourra juger de la réalité de cette réforme. On va donc procéder étape par étape. Là, il y a une première étape et je crois qu'elle va s'intéresser exclusivement au dossier du temps de travail, des vacances, des disponibilités, des astreintes et des heures sup. C'est déjà un énorme dossier. Je ne sais pas comment ça va se faire. Il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on a conservé la primauté de la loi, ce qu'on appelle, vous savez, la hiérarchie des normes, la primauté de la loi sur l'accord d'entreprise et l'accord de branche. C'est peut-être pas
toujours la bonne chose sur l'ensemble des paramètres. Ce que proposait le rapport Combrexel et aussi d'une autre manière M. Badinter et son co-auteur dans un projet qui était assez intéressant conceptuellement, c'est de dire on va établir des droits absolument indéflectibles de protection des salariés et ensuite on va descendre très très bas dans la négociation. Et ça, c'est pas encore évoqué, ça le sera peut-être dans les prochaines étapes. Donc je crois que porter des jugements péremptoires aujourd'hui, c'est un peu rapide. C'est une première étape. Philippe Chelmin, c'est en deçà de vos attentes, en dessous de vos attentes? Je dirais que ce n'est probablement pas le bon moment, ni la légitimité suffisante d'un gouvernement de se lancer dans une réforme pareille à 1 an des élections. Il fallait le faire, mais il aurait fallu le faire en 2012, comme il aurait fallu le faire en 2007, si ça avait été Sarkozy, etc. Ça fait partie de ces réformes de fond qu'il aurait fallu toucher. Puis alors, il y a une autre chose. Alors, ça ne sert à rien, ce qui se passe aujourd'hui, ces annonces de Myriam El Khomri, ces annonces de Manuel Valls? Ça ne va pas très très loin, dans la mesure où, et je pense que le fond du problème est là. En France, il ne faut pas se leurrer, il n'y a pas de modèle social, puisque c'est l'État qui décide de tout. Nous avons des syndicats qui sont d'une insigne faiblesse et qui ne sont au fond relativement puissants que dans le secteur protégé qui, a priori, n'est pas touché. Donc nous allons avoir des syndicalistes dont la légitimité est le secteur public qui vont négocier et discuter pour des affaires du secteur privé et qui, bien entendu, sont attachés à la prégnance de l'intervention de l'État. Il faut appeler un chat un chat. Donc on ne développe pas les négociations collectives, parce que c'est ça tout de même l'idée, développer les négociations collectives, développer le dialogue social, faire en sorte qu'il y ait des accords au sein des entreprises et des branches. Qu'il y ait... Alors, les branches, ça n'existe pas. Quand Martine Aubry... Elles sont trop nombreuses. Il y en a 700. Il y en a 700, mais même quand Martine Aubry était passée direct aux 35 heures, c'était tout simplement parce que les accords de branche, il n'y en avait pas suffisamment de signés. Alors, il faut probablement aller au niveau des entreprises, mais il faut aller plus loin. Il faut qu'à ce moment-là, les délégués du personnel soient élus et non pas nommés par la hiérarchie syndicale. Donc plus loin dans la représentativité. C'est une révolution copernicienne. Et ce n'est pas à 1 an des présidentielles qu'on fait ça. Guillaume Clossat, c'est vrai que si on regarde au niveau européen, le code du travail français est le plus épais pratiquement de tous les pays d'Europe. Je crois qu'il y a faudrait être plus radical, plus rapide. Quand on le compare avec le code du travail suisse, il y a un rapport de 1 à 10. Mais je pense que le rapport de 1 à 10 avec le code du travail suisse. En taille, mais je pense que le vrai sujet, il est pas là. Il est qu'on est en pleine révolution industrielle. Il y a des milliers d'emplois qui doivent se transformer dans les 5 à 10 ans qui viennent. Il y a des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers d'emplois qui doivent disparaître, et il y en a d'autres qui doivent être créés. C'est la révolution numérique, ça. Mais pas que la révolution numérique. On est sur on est sur une révolution qui concerne 7 ou 10 technologies clés, et la révolution numérique n'est qu'un accélérateur. Et c'est sur ces technologies clés qu'on doit avancer. Et ce qui est important, en fait, c'est d'avoir une vision commune de l'avenir, comme le plan de Jean Monnet au lendemain de la guerre, essayer de rassembler les acteurs pour avoir une vision commune de où on va et comment on voit les évolutions du monde, et donc du monde du travail. Et ce travail préliminaire, il est nécessaire parce que c'est la condition pour réformer le code du travail. Tout le monde n'est pas autour de la table. Mais c'est pas ça. C'est qu'on réforme, mais on ne sait pas pourquoi. On se réforme, mais on n'a pas de vision. On réforme, mais on ne fait pas de politique. Mais non, il n'y a pas de cap, il n'y a pas de vision, et il n'y a pas de parti qui a une vision. Et il n'y a aucun parti qui s'intéresse aux 7 révolutions ou 10 révolutions en cours. Et donc, on réforme dans le vide. Ce qu'on sait, c'est assez drôle, parce qu'il y a un rapport qui a été commandé par le gouvernement, qui a été remis au ministre français et allemand de l'économie, le rapport Anderlin, Ferry, donc un Allemand et un Français, et ils disent la France doit aller vers un modèle de flexi-sécurité. C'est-à-dire qu'en gros... La fameuse flex-sécurité dont on parle depuis 10 ans. Non, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas le poste de travail qu'on protège, c'est le salarié qu'on protège. Et derrière ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une vision de la société, où ce qui est important, c'est donner aux salariés les moyens de se former et de se préparer pour changer de boulot et d'avoir quelque chose d'intéressant. Parce que la réalité, c'est qu'on a des salariés qui sont sous-formés, qui ne sont pas heureux et qui ont plein de potentiel. Et on n'utilise pas... Et on a des besoins non satisfaits par ailleurs. Et on a beaucoup de besoins non satisfaits par ailleurs. Donc si on avait cette vision, le chômage, parce qu'il faut juste dire que le taux de chômage de 83 et le taux de chômage de 2015, c'est le même, à un point près. Et donc, ça veut tout simplement dire qu'on n'a pas de vision politique et économique ni industrielle de notre avenir, et on passe...
on regarde ce cherry on the cake, la cerise sur le gâteau, plutôt de se préoccuper du gâteau. Flex sécuritaire. Christian Menanteau, c'est vrai que ce qui laisse perplexe, c'est que finalement, il y en a eu des réformes depuis les années 90. Je regardais sur les possibilités de déroger à la loi. Oui, il y a eu les lois Aubry, les lois Fillon. L'ANI, le fameux accord national interprofessionnel, très peu appliqué. Donc, au-delà de ça, ce ne sont jamais des réformes. Tout le monde parle... Enfin, on a quand même quelques mots totems qui reviennent sans arrêt sur le tapis. Il y a celui, évidemment, de cet avenir du modèle social dont j'ai parlé tout à l'heure. Il y a aussi le mot réforme. On nous met la réforme, on en a au petit déjeuner, au déjeuner et au dîner. Et quand on regarde exactement ce qui se passe dans la vie, non, on a des rustines par-ci, des rustines par-là. Il y a eu 4 ou 5 dérogations aux 35 heures qui ont entraîné des compensations financières pour évidemment soulager les trésoreries des entreprises, etc. Trop d'opacité. On appelle ça à chaque fois une réforme. C'est pas une réforme. On bricole tous les matins, adossé à un rendez-vous électoral, adossé à une manifestation de rue, adossé à un changement de gouvernement. Oui, il faut arrêter le bricolage, mais moi je suis tout à fait partisan de ce qui vient d'être dit, de ce qu'a dit Guillaume. C'est-à-dire que posons-nous une fois pour toutes en disant qu'est-ce qu'on veut exactement pour notre pays dans 15 ans. Pas tout à l'heure, pas pour les régionales, pour dans 15 ans. La France dans 10 ans, c'était le fameux rapport Pisani-Ferry. Oui, c'est encore un rapport. Où est-ce qu'il est ce rapport? Où est-il le rapport? S'il est une production en France, ce qui est admirable, c'est le rapport. Et le prix Nobel des rapports. Tous les éditorialistes le lendemain font des commentaires, etc. Et puis le rapport est enterré. Et puis on va faire une autre commission. Au patron de France Stratégie, Pisani-Ferry, justement. La France dans 10 ans, 3% du PIB mondial, mais une nation qui peut être prospère. C'était la conclusion du rapport. Merci à tous les trois. C'est la fin de cette première partie. On se retrouve juste après le journal. Restez avec nous.